Bonjour Emma. Bonjour. Je suis vraiment ravi de t'avoir avec moi. On a lancé cette session pour faire un peu un format particulier, tester un nouveau genre qui va être un peu un mélange entre comme une interview ou un échange entre nous, sympa, et en même temps s'appuyer sur des slides que je peux utiliser classiquement en conférence et autres, parce qu'il y a un sujet moi qui me touche beaucoup. C'est le sujet de ce qu'on pourrait appeler la transition écologique, mais qui en fait c'est un gros enjeu de redirection de notre société. Et j'ai l'impression qu'en fait il n'a pas du tout été pris en compte réellement à son ampleur dans toutes les discussions politiques qu'on a. Ça fait, là on vient d'être post-élection du premier tour des législatives. Avant, on a eu les élections européennes juste avant. Ça a donné beaucoup de tumulte, il y a eu beaucoup de changements, il y a plein de choses qui se sont passées, des alliances qui sont créées, des mouvements. On est dans cette effervescence-là. Et pour autant, je suis assez effaré du fait que ces enjeux-là ne soient pas pris dans le débat politique et ne nous amènent pas à avoir des changements radicaux et des propositions vraiment fortes. Donc c'est ce qu'on va explorer là-dessus. On va voir ce que tu en penses toi aussi. Je vais te faire découvrir un peu pas mal d'éléments qui vont nous aider à réfléchir là-dessus. Et l'enjeu, ça sera de voir est-ce qu'il y a peut-être un parti qu'on a dans les choix ou une alliance qui est peut-être plus favorable ou pas à ce qui va nous arriver et à voir comment on va pouvoir s'adapter à ce qui va nous arriver. Et donc ce que je te propose, c'est que je vais commencer avec ces supports qu'on peut voir là. Pour le coup, et on va au fur et à mesure, tu vas me poser des questions, on va voir comment on peut avancer dessus, et ça va nous aider au fur et à mesure à construire une réflexion, et on verra où ça aboutit. On est parti. Allez, top. Alors, l'idée là, c'est qu'on va regarder, on va faire un petit plan en 3 étapes. On va regarder d'où vient la société de consommation, parce que c'est un peu la base aussi de ce qui nous alimente tout le temps et des réflexions actuelles. On va voir un peu les conséquences qu'elle a et on va voir où est-ce qu'elle va et où est-ce que ce serait souhaitable qu'elle aille. Et c'est ça qui va nous permettre de conclure là-dessus. Déjà pour commencer, avant de faire ça, je vais te montrer un petit dessin. Et j'aimerais que tu me dises un peu qu'est-ce que tu vois là-dessus, qu'est-ce que ça t'évoque. On voit pas mal de choses. Moi, ce que je vois en premier, c'est les limites naturelles et derrière une espèce de wagon avec un gros point. Après, quand on lit les écritures plus vite, donc ouais, ça fait écho à notre rythme de vie, notre société, où on nous demande toujours plus. Et où est-ce qu'on va finalement avec ces limites, ces chutes derrière? Ok. Et est-ce que tu vois d'autres choses encore ? Il y a tout un tas de personnel dans la remorque un petit peu. Développement durable qui est écrit dessus. Ouais, il y a plein de petits détails, un peu plus ou moins subtils. Ok. Et du coup, il y a plein de choses qui se passent là-dedans. En fait, c'est vrai que dans tout ce qu'on peut voir là-dedans, on voit aussi, tu vois, ça parle de développement durable. On voit ça. On voit aussi un tableau où tout le monde a l'air content parce que c'est un tableau qui augmente comme ça. C'est une courbe qui monte, qui fait le lien avec le plus vite et tout ce qu'on peut voir. Et puis, c'est vrai qu'on voit un peu, si on se rapproche un peu dedans, on voit aussi qu'il y a 2 choses là-dessus. Tu as des choses un peu qui sont mises en avant, qui sont bien filmées. C'est plutôt quelqu'un qui fait des haltérophiles, c'est de la force, ou c'est un concours de beauté ici pour la personne qui est là, ou la Formule 1 qui va encore plus vite. Donc on est vraiment sur la puissance, la performance, ces critères-là, la beauté ou autre. Et derrière, on voit qu'au final, gauche et droite sont en train de tenir le volant. Peut-être on imagine qu'ils peuvent alterner la conduite, mais ils ont l'air contents tous de cette direction qu'on prend. C'est vrai que c'est un peu une métaphore, même si ça pourrait être considéré comme étant caricatural, c'est quand même une métaphore un petit peu du système actuel et du fait qu'on ne se pose pas la question de ok, c'est quoi ce véhicule qui fonce dedans, et on voit que ce véhicule est alimenté par
par ce graphique où tout le monde a l'air content, et c'est ça un peu que je te propose qu'on aille regarder. De quoi ça parle, à ton avis, ce petit graphique-là? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là qui augmente au fur et à mesure et qui nous rend heureux si ça augmente et qui peut nous rendre tristes si ça augmente pas? Moi, ça fait écho à plusieurs choses, plusieurs sujets. Ouais. Bizarrement, moi, c'est l'argent. Je trouve qu'on est dans une société où il y a que ça qui est en jeu. Okay. Et je trouve que ça nous aveugle un peu. Enfin, ça nous aveugle complètement, en fait, Okay. l'argent. Ok, bah alors t'es vraiment pas loin. On va regarder de quoi ça parle. En fait, ça parle d'un truc qui s'est créé, dont on ne questionne pas beaucoup. Ça parle de l'indicateur qu'on nous donne tout le temps comme étant hyper important, c'est la notion de croissance. C'est ce qu'on peut voir là. Et du coup, la croissance, c'est vrai qu'on ne sait pas trop la croissance de quoi. La croissance de quoi? À ton avis, c'est quoi comme croissance? La croissance de la population, Non, c'est un indicateur économique. Ouais. Et c'est la croissance du PIB. Ah oui. Et c'est ce truc-là. Produit intérieur brut. Ouais. Exactement, le produit intérieur brut. Et du coup, on va voir un peu comment tout ça, on va regarder ce que c'est, tu vois, ce PIB, pour comprendre un peu ce que ça veut dire. Et c'est vrai que c'est le truc qui est important, qu'on nous dit tout le temps, s'il y en a, c'est cool, s'il n'y en a pas, c'est pas cool. Et pourtant, on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. Donc c'est là, on va aller regarder un peu ce que c'est. Ça va être rigolo de voir la naissance de ça. Et du coup, ça va nous répondre un peu à cette question aussi, de d'où vient la société de consommation, puisque c'est lié à ça en fait. Alors du coup, est-ce que tu vois où est-ce qu'on est à cette époque-là? Oui, dans les tranchées. Yes. Les poilus. Ouais. Et donc du coup, c'est la Première Guerre mondiale. Yes. Et bien là-dessus, la Première Guerre mondiale, elle nous a amené un truc un peu particulier, c'est que le modèle, toutes les entreprises, tous les pays se sont mis en mode effort de guerre. Ouais. Et donc du coup, les entreprises se sont redirigées vers ce type de production-là pour supporter ça de plein de manières. Et il fallait produire énormément, essayer de même surpasser. Voilà, cette logique-là aussi, elle est venue à l'origine pas mal de là pour soutenir l'effort de guerre et avoir plus de matériel, jamais manquer de munitions ou en avoir plus que l'ennemi pour pouvoir avoir dominé et gagné la guerre. Donc il y a une logique qui est rentrée là-dedans, qui a bousculé beaucoup les entreprises et l'économie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de ce moment-là, qui était hyper intense, il y a eu une période où il a fallu revenir entre guillemets à la normale. Et typiquement, quand par exemple les États-Unis qui ont participé et qui ont pu apporter des choses dedans, toute l'économie américaine a dû aussi se reconfigurer par la suite. Et en fait, ce qui s'est passé là-bas et qui a été hyper intéressant, c'est qu'il y a eu une période d'euphorie après la guerre qui s'est développée. Et dans cette période d'euphorie, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des personnes qui se sont dit, tiens, on va profiter du fait qu'il y ait une dette des autres vis-à-vis de nous. On a beaucoup d'argent, du coup, on va faire couler l'argent à flot. Et pour autant, on va permettre aux Américains aussi de répondre à leurs besoins à l'époque. Donc quand ils sont rentrés de la guerre, il n'y avait qu'une seule envie, c'était de refonder une famille, de vivre exactement, du coup d'acheter notamment de faire plein de choses, profiter de la vie, mais aussi d'acheter une maison. Et dans cette logique d'acheter une maison, il y a eu un moment donné où ils ont tous pris des crédits. Il y a eu cette logique de crédit qui est arrivée, on n'avait pas trop l'habitude de ça auparavant. Et cette logique de crédit, elle a été un peu perturbatrice parce que, en fait, c'était les années folles. Tout s'est développé. Et en même temps, ce crédit américain qui s'est développé, il a lancé une espèce de dynamique où il fallait complètement revoir cette notion de pouvoir d'achat parce que quand tu as beaucoup d'argent qui arrive d'un coup et que
n'as pas l'habitude de gérer une dette, derrière, il faut pouvoir assurer, il faut que tu aies des revenus stables du coup. Et vu que les entreprises américaines ont dû revenir un peu à la normale, se recalibrer, changer aussi d'objets et tout ça, ça a donné beaucoup de perturbations parce que autant augmenter la cadence et tout ça, on sait faire, mais autant rediminuer et restabiliser plus bas, c'est plus compliqué. Et ce qui fait qu'il y en a certaines, ça a été compliqué qui n'avaient pas les débouchés nécessaires, qui devaient fermer. Et ça a fait qu'il y a des Américains qui se sont retrouvés à la rue. Enfin pas à la rue, mais avec plus d'emploi, pardon. Et vu qu'ils n'avaient plus d'emploi, ils ne pouvaient pas rembourser leur crédit, et pourtant ils avaient beaucoup de dettes à rembourser, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de défauts. Alors c'est une des explications parmi d'autres de ce qui s'est passé après, c'est qu'il y a eu beaucoup de défauts de remboursement de dettes qui sont arrivés au même moment parce qu'ils sont tous rentrés de la guerre au même moment, et du coup il y avait une échéance qui était la même, et il y a eu un moment donné où ça a craché, on est arrivé au crack boursier de 1929. Ouais, exactement. Celui-là qui nous a... qui a été un mélange de plein de choses sur lequel, en même temps, il y avait de la spéculation qui se faisait, parce qu'il y en a certains qui ont vu qu'ils pouvaient spéculer sur les dettes et faire plein de choses, et voilà. Et ce mélange de surendettement qu'il peut y avoir et de défauts, surtout, de remboursement et de spéculation, ça fait qu'il y a une grosse bulle financière qui a éclaté, et ça a été catastrophique pour le pays, puisqu'on est rentré dans une période qui s'appelle la Grande Dépression aux États-Unis, sur lequel ça a été très très compliqué parce que, comme tu peux le voir là sur cette image, en fait on a plein de gens qui se retrouvaient sans emploi, qui se retrouvaient même parfois à la rue. On a eu du coup, de la solidarité qui a dû se créer tellement c'était massif. On a des gens qui faisaient, là on voit des gens qui sont en train de faire la queue pour avoir un café gratuit et un donut gratuit pour les personnes sans emploi. Et ça, c'est vraiment symptomatique d'une période qui a été hyper traumatisante pour les Américains, qui a été très 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 compliquée à gérer. Et en fait, les chiffres sont assez parlants. On a eu une production industrielle américaine qui a baissé de moitié. C'est-à-dire qu'en gros, tu as la moitié de toute la production qui diminue ou qui s'arrête, c'est-à-dire qu'il y en a qui ferment, d'autres qui doivent diminuer, et beaucoup d'établissements bancaires qui ont fait faillite. À l'époque, il y en avait vraiment plein de petits, ce qui fait qu'il y en a 773 qui ont fermé. Donc tu imagines 773 banques qui ferment. En même temps, c'était vraiment la panique, et, parce que c'était effet cascade, chacun était lié aux autres, avait des éléments sur les autres, et du coup on est passé d'une période d'euphorie à une grande période très compliquée, cette Grande Dépression. Et là, il a fallu continuer, voir comment on pouvait redresser le pays. Et là, c'est très compliqué parce qu'on a Roosevelt qui arrive, qui devient président des États-Unis, et, en 1933 donc. Et en fait, il est arrivé avec 25% de la population active qui est au chômage, avec 2 millions d'Américains qui sont sans abri. Donc en gros une situation qui est catastrophique, et lui ça va être très compliqué parce que pour pouvoir gérer le pays, il a il a un énorme tableau avec plein d'indicateurs, la production de tonnes d'acier, la consommation de papier ou la production de papier, la consommation d'eau, en fait il a plein d'indicateurs comme ça de flux physique, flux matériel, mais il dit comment avec tout ça je peux voir que mon pays est en train de se redresser, que les politiques économiques qu'on va mener, elles vont faire effet. Je n'arrive pas à le mesurer en voyant ces productions de flux matériels. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a demandé à quelqu'un qui s'appelle Simon Kuznets de faire une comptabilité des nationales, c'est-à-dire en gros regrouper des indicateurs et trouver un nouvel indicateur qui va agréger tout ça. Et cet indicateur, c'est le PIB, le fameux. Il est né à ce moment-là pour répondre à cette crise et pour faire en sorte de pouvoir redresser le pays, voir cette dynamique-là. Et c'est cet indicateur-là qu'on a depuis le début, qui est cette notion de croissance, justement, c'est la croissance de cet indicateur-là qu'on cherche à avoir. Du coup, est-ce que tu sais déjà ce que c'est que le PIB ? Mes cours d'histoire géo sont un peu loin, mais il y a une différence par pays, par habitant. Ça se calcule différemment. Mais après, non, j'avoue que je ne sais pas en détail exactement. Ok. C'est assez simple parce qu'en fait, alors il y a plusieurs méthodes de calcul, mais si on veut en prendre une, souvent on dit que c'est un indicateur de richesse, sur lequel je ne suis pas forcément d'accord parce que ça représente pas que ça représente une certaine forme de richesse, mais pas toute. On va regarder ça. En gros, le PIB, ça mesure l'ensemble des biens
et des services qui sont produits sur le territoire d'un pays. Du coup, au cours d'une année, peu importe les personnes qui produisent dans ce territoire-là. Et donc l'idée, c'est qu'on va mesurer en fait une production matérielle. Et ça, c'est intéressant pour voir à quel point on est productif, on peut apporter des biens et des services à l'ensemble des personnes. Donc on se dit quelque part, plus il y en a, mieux c'est. Le seul truc qu'il y a, c'est que ok, pendant un temps, c'est vrai, quand il faut reconstruire, faire en sorte de se développer, c'est intéressant d'en avoir de plus en plus, d'avoir de la quantité de biens et de services un maximum. Sauf qu'au bout d'un moment, on arrive peut-être à une saturation, à une limite. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait commencer à voir. Et on va voir que cette réflexion-là, elle est intéressante parce que par la suite, on voit le PIB nous donne aussi, a aussi ses propres limites. Déjà, la première, c'est que c'est un bon indicateur de développement économique, mais ce n'est pas du tout un bon indicateur de qualité de vie. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de matériel qu'il y a une meilleure qualité de vie. Ça peut être vrai, mais ça peut être faux aussi. Ça ne mesure pas, par exemple, aussi des choses comme, on va voir l'équilibre la répartition des richesses. Typiquement, je dis ça parce que en fait, il y a eu la suite qu'il y a eu, tu parlais tout à l'heure en fonction des pays, on va pouvoir peut-être comparer ça. Et ben en fait, la comparaison, elle est venue après, justement. Ils avaient envie de comparer. Et, donc, 10 ans après, il y a eu la notion de PIB qui est par habitant qui est arrivée. Et c'est ça qu'on regarde. Et pourquoi PIB par habitant? Parce que c'est sûr que si tu compares le PIB tout court des États-Unis et le PIB de la France, on sait tout de suite qui est le plus gros. Peu importe. Voilà. Et donc, du coup, ça ne marche pas. Et là-dessus, ce qui est obligé, enfin, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, tiens, on va diviser par la population, parce qu'en fait, il y a plus de monde. Et donc, du coup, si on ramène ça à la population, c'est bon, on divise par la population, ça ramène un nombre de personnes, ça donne en gros une sorte de productivité par habitant, par personne. Et donc, on peut comparer ça dans les différents pays. Et donc, c'est ce qui se passe. Ils ont créé ce PIB par habitant en améliorant un peu le système de calcul. Et il y a eu une grande conférence, qui est la conférence de Bretton Woods, sur laquelle ça a été posé. Que les États ont se mis d'accord pour dire ok, on va aussi mesurer ça, nous aussi. Et donc en Europe, ça s'est diffusé et tous les pays se sont dit ok, on va mesurer le PIB par habitant et on va pouvoir voir entre nous comment ça avance dedans. Donc c'était cette double chose où ils pouvaient regarder en interne un peu la dynamique et comparer aux autres en externe pour voir où ils en étaient. Donc ce PIB par habitant, c'est vrai qu'il est intéressant, mais ramener un PIB par habitant, on voit la production de l'ensemble divisée par le nombre d'habitants, mais ça ne donne pas la répartition. Ça ne dit pas rien du tout sur le fait que tu pourrais très bien avoir quelques personnes qui ont, je sais pas, 90% du PIB et 10% qui récupèrent le reste. Ça ne parle pas de ça, en fait. C'est pour ça que ça a des limites. Pour autant, c'était quand même une sacrée révolution d'avoir un indicateur qui agrège le reste. Donc, on a avancé comme ça. Et ce qui est assez fou à cette période-là, c'est qu'on est arrivé, donc le pays commence à se redresser un peu, mais il se passe surtout quelque chose d'autre, c'est la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, en effet, qui nous a amené à quelque chose d'assez assez différent, parce que qu'est-ce que tu vois comme différence là sur ces deux images comparées à celles d'avant? C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a de différent? Est-ce que tu vois du matériel différent ou des choses différentes? C'est quoi la différence entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale? Ouais, là, il y a plus d'armes solides, plus dangereuses. Le char ou char d'assaut. Ouais. Ok. Est-ce que on voit aussi un bateau du coup en dessous? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi qui est arrivé pendant cette Seconde Guerre qu'il n'y avait pas la Première? Un truc que tu utilises pour maintenant te déplacer, par exemple? La voiture? Alors ouais, il y a eu ça, de quoi train. avec le char, ok, on a eu le train, on avait un peu avant, et un autre dans le... Pour aller... qu'est-ce qui a fini la guerre? Est-ce que tu vois l'élément déclencheur à un moment donné il y a eu deux éléments qui ont fini la guerre, ça a peut-être aidé ça. Le débarquement? Ouais, il y a eu ça, et puis il y a eu... Alors qu'est-ce qui a fait rentrer les États-Unis dans la guerre aussi, la Seconde Guerre? Pearl Harbor. Exactement. Donc les bases militaires. Ouais, et puis il y a eu l'attaque, elle venait d'où? Du Japon. Ouais, et du ciel, du coup, aussi. Ah, oui.
il y avait les avions qui sont apparus. Ouais. Et voilà, et du coup, c'est cette histoire-là avec l'attaque. Plus après, on a eu aussi, on a eu la bombe atomique qui a à la fin, exactement. Et en fait, ces deux éléments-là, alors la bombe atomique, on la met de côté, mais si on relie, tu vois, le tank, le bateau et l'avion, est-ce que tu vois quelque chose qui relie les trois? Production de masse, le progrès. Ouais, mais un truc du coup qui les alimente les uns les autres, qui a permis qu'ils soient là. À quoi il tourne à ton avis? Un truc classique. Pétrole. Exactement. Ouais, le pétrole, c'est le truc qu'on a tellement l'habitude maintenant qui est dans nos vies, qui est partout. Et alors qu'en réalité, à l'époque, c'était tout nouveau. Et c'est l'usage du pétrole qui a permis de développer cette technologie-là. Parce qu'avant, on avait le charbon qui a donné la première révolution industrielle parce que c'était une énergie hyper concentrée par rapport juste au bois classique. Et donc, du coup, on avait plus de puissance dans un volume plus petit. Donc, ça nous a donné la machine à vapeur et plein de choses comme ça qui ont pu bien se développer. Du coup, on mettait le charbon dans la locomotive et c'était bien. Sauf que derrière, avec le pétrole, une énergie hyper puissante, hyper concentrée, facilement transportable, facilement utilisable, facilement utilisable parce que typiquement si on comparait à l'autre énergie, on disait tout à l'heure, on a eu l'énergie atomique qui est arrivée, sauf que du coup tu peux pas transporter ta mini centrale nucléaire pour faire fonctionner ta voiture, tu n'as pas de moto qui fonctionne à l'énergie nucléaire. Exactement, tu n'as pas de réserve là-dessus, alors que du coup le pétrole c'est facile, tu peux même le transporter dans une bouteille en plastique et ça marche, quoi. Et donc ça a permis plein de choses, donc le plastique d'ailleurs c'est un dérivé du pétrole, mais du coup on a eu plein d'innovations qui sont venues et de progrès qui sont venus grâce au pétrole. Et ça on ne se rend pas compte de cette énergie abondante, hyper puissante, ça nous a fait des bons phénoménaux dans les progrès. Donc pendant la guerre ça fait plus de destruction comme tu le disais. Ça nous a donné tous ces véhicules-là, ça nous a donné l'avion aussi, plein de choses. Donc l'avion thermique du coup. Et de là, on a ces progrès, ces progrès technologiques nous ont aussi amené du progrès par la suite. C'est ce qu'on va voir, c'est qu'une fois que la guerre est terminée, on a eu deux choses qui se sont passées. On est venu sur la même problématique qu'auparavant, qui était un vrai traumatisme, c'est que industrie qui se reconfigure pour refournir l'effort de guerre, qui se remettent en surchauffe à produire et tout ça, et à fond avec plein de choses. Et puis on revient à cette logique de redescendre la production, et on ne veut pas que ça refasse une crise par la suite. Et donc pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, il y a une question de, ok, on a notre appareil productif qui était déjà en surproduction auparavant, comment on fait pour éviter de retomber dans les travers. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on avait un gros besoin déjà de reconstruire plus parce qu'il y a plus de destruction. Ce progrès a apporté aussi beaucoup de choses, un foisonnement. Et donc l'idée, c'était de voir comment ça pouvait continuer à tourner, qu'on pouvait continuer à alimenter la machine sans faire en sorte qu'elle ralentisse trop, à tel point que ça s'effondre en cascade. Et c'est ce qui a donné la logique où, en gros, il fallait maintenir la production. Et pour maintenir la production, il faut la maintenir pour une bonne raison, c'est qu'en gros, si tu as de la production, du coup, tu as de l'emploi, les gens ont leur emploi. S'il y a de l'emploi, ils ont des revenus. S'ils ont des revenus, du coup, ils peuvent payer leurs dettes et donc ils peuvent consommer. Et s'il y a de la consommation, du coup, ça veut dire qu'il y a des débouchés, on doit produire parce qu'il y a de la consommation. Et donc, plus de production donne plus d'emplois donne plus de revenus donne plus de consommation demande plus de production, etc. Et donc, on rentre dans une petite logique, une boucle qui nous amène à vouloir toujours faire un peu plus à chaque fois parce que du coup ça alimente ce développement et on produit de plus en plus de choses, on consomme de plus en plus de choses. Et si on est basé sur la logique de dire oui, plus on a de matériel, de biens et de services, plus on est heureux, ça peut marcher. Alors, c'est ce qui s'est passé à cette époque-là, sauf que du coup, plus de production, c'est aussi du coup besoin de plus de débouchés. Pour qu'il y ait cette fameuse consommation, il faut qu'il y ait des débouchés là-dessus. On peut pas, les gens consomment des choses dont ils ont besoin. Et donc, on est passé sur l'ère de la vente. Et l'ère de la vente, là, c'est vraiment été un truc où, pour qu'il y ait ces débouchés-là qui arrivent et qui soient maintenus, il y a
quelques petits effets de bord qui ont été créés. Il y a eu des réflexions, alors entre parenthèses, que tu vois entre parenthèses là-dessus, c'est les années où le concept a commencé à émerger, à être réfléchi et tout ça. Et après, c'est le moment officiel où c'était mis en œuvre. Donc il y a des petits décalages à chaque fois. Mais en gros, l'obsolescence programmée, c'était la logique de si jamais je produis un truc de super qualité et que je te vends ta poêle ou ton frigo qui dure 100 ans, une fois que tout le monde en a acheté un, le marché il est bouché. Et pour longtemps. Et donc, ce n'est pas très intéressant en fait. Donc, il va falloir réfléchir à comment on fait durer les choses moins longtemps pour que derrière, des gens aient envie de racheter et que ça puisse continuer. Donc, c'est un peu la logique derrière ça. Deuxième chose qui est arrivée derrière, donc du coup, pour cette logique-là, c'était aussi peut-être qu'on peut mettre des trucs de moins bonne qualité ou réduire. Enfin, voilà, du coup, on a renié beaucoup sur la qualité à cet endroit-là. Mais du coup, ça permet de faire aussi que ça soit moins cher, que plus de gens y accèdent et du coup, ça dynamise encore plus le marché. Pour autant, par la suite, il y avait quand même besoin d'avoir d'autres débouchés. Donc il y a la logique du marketing qui est arrivée pour aussi, quand tu as beaucoup d'offres, se différencier dedans, ça c'était le point au départ, mais aussi créer des gammes. C'est-à-dire dire, ok, mais tu as le frigo qui fait ça, mais peut-être qu'il faut telle fonctionnalité en plus, ou tel truc qui est encore mieux, ou telle autre chose. Et donc là, à la fois, on se différencie, puis à la fois, on a même des différentes options, différentes choses qui rentrent dedans. Et donc là, tu te dis, ouais, c'est clair que on va pouvoir vendre encore plus si on donne envie d'avoir le truc supérieur et tout ça. Et puis, est arrivé aussi après, derrière, toute la période où ils se sont dit aussi, tiens, il y a un truc où là, ça c'est des choses qui avancent un peu lentement, qui sont des débouchés voilà, où une certaine population achète et autres, mais si jamais on voit qu'on pouvait réutiliser en fait, l'histoire de la mode qui avait à l'époque été réservée pour la haute couture, pour des grands, mais qui était changeante chaque année avec des défilés de mode sur la nouvelle mode et tout ça, c'était réservé à une élite. Mais là, ils se sont dit, tiens, si on pouvait peut-être rendre ça accessible et démocratiser ce côté-là, ce côté différenciant, pas avoir un peu des uniformes et tout, mais se dire, c'est aussi un truc valorisant pour les personnes de pouvoir se différencier. Et donc, il y a toute la naissance qui est arrivée. Alors, avant la fast fashion, on a déjà eu le prêt-à-porter, où, tu vois, avec Zara qui était en 75, c'était vraiment l'idée d'amener tous les habits un peu différenciés. C'est ça, c'est un truc qui change, qui est sympa, qui est chouette, et qui est déjà prêt à porter tout de suite. Avec l'industrialisation, c'était possible de réduire les coûts pour que ça arrive. Et puis, petit à petit, est né l'effet de mode, où il fallait aussi changer un peu tous les ans ou autre d'habits. Voilà. Renouveler sa garde-robe. Exactement, et on est rentré petit à petit dans quelque chose de plus en plus rapide et sur une notion de fast fashion où maintenant ça change très très rapidement. Et il y a plusieurs modes qui sont là, été, hiver, il y a des changements qui sont là, il y a des soldes aussi qui sont faites, il y a plein de trucs. Maintenant on a le Black Friday, toute cette logique-là, tu vois, qui nous fait renouveler sans arrêt pour avoir encore plus de débouchés, pour pouvoir maintenir ce niveau de plus de production à chaque fois. Parce qu'il faut bien voir quelque chose, c'est que, en gros, plus tu augmentes la production de biens et de services, plus tu veux faire de la croissance. On va faire un petit calcul de maths, attention. Si tu augmentes de 5% et que tu pars sur une base de 100, si tu augmentes de 5%, tu vas augmenter de 5, on est d'accord? Ouais. Si tu augmentes encore de 5% l'année d'après, tu fais 5% sur 105 et pas sur 100 tout court. Donc tu augmentes un peu plus de 5 du coup. Si tu le fais tu augmentes encore de 5% la fois d'après, cette fois-ci, tu es sur un peu plus de 110. Et en fait, quand tu cumules comme ça, rapidement, au bout de plusieurs années, alors il me semble que le calcul c'est au bout de 14 ans, tu as doublé la valeur de base. Donc là, tous les biens et les services de base, si tu en avais 100, à la fin, tu en as 200 au bout de 14 ans. Et après, tu continues, tu fais encore 5% pardon, sur ces 200. Et tu continues comme ça. Donc on voit que plus on augmente, plus on veut faire de la croissance chaque année, plus ça augmente la production énormément, plus ça demande des efforts conséquents. Et du coup, avec toutes les technologies qu'on a, ça nous a permis d'être plus productifs et développer toujours plus. Mais là, on voit bien que ça grossit, ça grossit, ça grossit. Ok, il y a peut-être quelque chose qui va se passer derrière.
avant de voir ce que ça a apporté, cette croissance en masse, ça a apporté déjà quelque chose de très chouette. Ça nous a fait avoir un niveau de vie qui a augmenté de fou. On ne se rend pas compte, mais comparé à nos grands-parents, on a énormément de choses qui ont changé. Ça, on le voit très bien sur ce petit graphique-là. Alors, est-ce que tu vois bien Les 30 glorieuses, finalement. Et exactement, il y a eu la période des 30 glorieuses carrément. C'est exactement ça. Et bah, tu vois, les 30 glorieuses, c'est ça. Elles sont résumées dans ce schéma-là, sur lequel on va regarder ça d'abord. D'un côté, tu vois, entre 1960 et les années 2000, donc en 40 ans, mais on a eu des équipements dans chaque foyer qui ont augmenté énormément. Des trucs qui nous paraissent être tous la base maintenant, qui n'existaient pas auparavant. Tu vois, à l'époque, il n'y avait qu'à peine 30% de la population qui avait un réfrigérateur, le fameux frigo. Bon, c'est une marque, mais du coup, un réfrigérateur. Pareil, la télévision, c'était 15% des foyers. Automobile, 30% aussi. Le téléphone, à l'époque même, c'était le téléphone filaire, on était sur, pareil, du 10% là-dessus. Donc, il y avait quasiment personne, en fait, qui avait accès à ça. On avait moins d'un tiers de la population qui avait accès à tous ces trucs-là. Il n'y avait pas de la vaisselle, de congélateurs qui sont arrivés après. Bon, il y a des trucs qui font un peu rire parce que, du coup, il y a une magnétoscope qui était une révolution à l'époque. Là, maintenant, avec les technologies qu'on a, on est passé... alors, on n'a pas la suite après les années 2000, mais on a fait des bonds malades aussi. On est passé avec tout... qu'est-ce qu'il y a de nouveau, du coup, depuis les années 2000 ? Le téléphone, hein. Le téléphone cellulaire. Ouais, le smartphone. Ouais, le smartphone. Exactement, ouais, carrément. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi ? On a eu, par exemple, ce qu'on utilise là. Tu vois, on a tous ces trucs. Les ordinateurs. Exactement, Internet. Oui. Tu vois, on a des progrès complètement dingues qui nous ont permis de faire plein de choses complémentaires. Maintenant, on n'a plus magnétoscope, on a Netflix. Tu vois. J'ai encore le magnétoscope. Ah, ok. À la maison. Yes. Et ça, ces changements-là, on voit que, tu vois, en très peu de temps, ça a été une vraie révolution parce qu'on est passé de 1960, on était à 30% d'équipement, par exemple pour le frigo, on est passé en 20 ans à plus de 90%. Oui. Donc quasiment tout le monde est équipé de ça. Pareil pour la télé. Le téléphone, c'est pareil, ça fait un bond après un peu plus de temps, mais c'était énorme aussi. Et ça, c'est en très peu de temps. En une vingtaine d'années, tout a changé. Et maintenant, pour nous, c'est même plus qu'une base en fait. On a même bien plus parce qu'aujourd'hui, quand on dit il n'y a plus de Wi-Fi, waouh, c'est la catastrophe quoi. Et on ne se rend pas compte de ces changements-là. C'est pour ça que les grands-parents, on pouvait se moquer un petit peu d'eux, comme quoi ils étaient perdus et tout ça, mais en réalité, les changements ont été majeurs. Ça a changé les modes de vie, ça a changé plein de choses. Pour autant, ça a été possible pour un truc particulier, c'est que, tu vois, entre 1950 et 2000, on a aussi autre chose qui a augmenté énormément, c'est le pouvoir d'achat. Tu vois, on en parle tout le temps du pouvoir d'achat. C'est la thématique qui ressort en permanence. Et bien en fait, notre pouvoir d'achat, à cette époque-là, il a fait x7, si tu vois. Si on est passé de 100 à quasiment 700. On a eu une progression énorme du pouvoir d'achat qui a permis d'acheter et de s'équiper avec tout ça. Donc du coup, on comprend que ça alimente toute la logique productive parce qu'il faut produire tous ces biens et ces services-là et il faut avoir l'argent pour le faire. Donc du coup, c'est tout ça qui s'est développé. Les gens avaient des revenus, pouvaient acheter et avoir augmenté leur confort de vie et puis c'était tout le développement incroyable avec ça a changé aussi plein de choses. Même on dit la place de la femme et ce genre de choses-là, ça a changé des choses très importantes. Pour autant, par la suite, ça a aussi continué, mais c'est vrai que tous ces progrès-là ont aussi un peu des conséquences. Parce que là, on est passé d'un état, alors on va le voir quand même dans les conséquences, on est passé en gros de la grande dépression à la grande accélération. Pourquoi la grande accélération ? Parce que si on regarde tous les graphiques qui sont là, on voit qu'en gros, des choses dont tu parlais tout à l'heure, quand je te parlais de croissance, la croissance du PIB, en effet, ça a fait x7. La croissance, tu vois, en gros, ici dans les schémas, si tu vois, on est entre 1950 et 2000, il se passe la même chose. La zone qui est rosée ici, c'est la même période à chaque fois, et on voit qu'il se passe la même chose, tu vois, entre 1950 et 2000, quelque chose qui augmente en masse. Alors, est-ce que tu te souviens dans tes cours de maths, qu'est-ce que c'est que la forme de cette courbe-là ? Ça dit, c'est quoi ? C'est une courbe comment ? Une exponentielle. Et bien voilà, exactement, c'est une exponentielle. Et c'est ça, tu vois, l'exponentielle qui pourrait paraître un peu abstrait, là on la voit très bien. Ouais.
Et ça montre qu'on comprend ce que ça veut dire une grande accélération. On le voit, là c'est ça tape pendant très longtemps, et puis d'un seul coup, bim, grande accélération. Et pour tout, c'est pareil, tous. Et là, on voit qu'au final, la population totale, en effet, a augmenté. Le PIB aussi. Population urbaine aussi. C'est-à-dire que les gens sont déplacés, sont partis de la campagne parce que forcément, l'agriculture, elle s'est transformée avec le pétrole, avec les machines. On n'avait plus besoin de personnes, de bras pour le faire. Et ça a beaucoup été mécanisé. Du coup, c'est ce qui a donné les grands champs mécanisés, hein, tu vois, pour que les machines passent. On a tout optimisé pour les machines. Et du coup, les personnes, les humains sont partis dans les villes pour aller trouver du boulot. Donc ça a été un gros changement, exode rural, le truc qu'on entendait à l'époque aussi, qui du coup ça commence à mettre du sens sur des concepts de l'époque. Mais tu vois, la consommation d'énergie a augmenté aussi en flèche. La consommation d'engrais, pareil, parce qu'on a mécanisé, mais du coup, on a aussi mis plein de pesticides, on a aussi mis de la chimie dedans, et donc il y avait besoin de beaucoup d'engrais pour alimenter ce système productiviste. Et puis la consommation d'eau aussi, pareil, qui a augmenté, donc la construction des grands barrages, tout ça. Et même des choses comme la production de papier. Tu vois, le papier, en fait, il n'a pas disparu à l'époque, avec tous ces progrès, il a aussi, lui aussi, augmenté. Donc tout a augmenté. Et bien sûr, les transports, et alors les télécommunications, oui, mais aussi le tourisme international, forcément, puisque naissance de l'avion, avant, il n'y avait pas d'avion, c'était plus compliqué d'aller loin. Ouais, voilà, du coup, tu vois, là, on a une grande accélération, on la voit visuellement parlant, et cette grande accélération, elle nous a donné donc, plein de changements de mode de vie, plein de progrès, mais elle a donné aussi, des impacts, et des impacts importants sur toute la pression qu'on met sur le système Terre. Et du coup, on est rentré dans une nouvelle ère. Là, on va passer du côté de la biologie, la géologie, pardon. La géologie qui est l'ère de l'Anthropocène. Tu as déjà entendu parler de l'Anthropocène? Ça dit quelque chose ce terme-là ou pas? Oui. Ouais. Ok. Et du coup, c'est intéressant parce que. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi? Je pense que tu as déjà regardé, mais on va essayer de masquer sans regarder, sans lire. Non, tu n'as pas le regarder. Si tu veux le décrire pour toi. Anthropo, c'est l'homme. Ouais. Et c'est comment l'homme a lui-même été son... Je sais pas comment décrire. Ok. Mais en tout cas, ouais. Tout simplement, tu étais sur la bonne piste. Tu vois, ça parle de l'homme qui est au centre. Du coup, au centre d'une ère géologique, c'est un peu bizarre. Avant, on parlait plutôt de périodes par rapport notamment au climat et des choses comme ça. Et en fait, là, on parle d'Anthropocène parce que, alors même si c'est encore un peu controversé, parce que tous les scientifiques ne sont pas encore d'accord, ils ne savent pas non plus quand est-ce que ça a réellement commencé, ils ne se mettent pas d'accord sur, à partir de 1950, justement, il y a cette grande accélération, avant avec la révolution industrielle. Pourquoi ils se posent la question? Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'Anthropocène, c'est la période géologique, justement, où l'activité humaine elle est devenue une contrainte géologique majeure, qui est même au-deçà, qui est plus forte que les autres forces géologiques naturelles qui avaient prévalu jusque-là. Donc on est passé dans une ère où notre impact est devenu important, très important. Et c'est ça, et on le voit, parce que c'est sûr que si tu as tout qui part en exponentiel, forcément derrière l'impact il va avec aussi en exponentiel. Et ça, les milieux ne sont pas prêts pour ça. Ça va beaucoup trop vite, l'adaptation elle est très compliquée. Même nous, même les humains, comme on disait, on pouvait se moquer de nos grands-parents, mais c'est aussi dur à suivre pour eux. Et on est dans cette accélération massive. Et donc du coup, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a besoin de produire des biens et des services, il faut aller les prendre quelque part, la matière pour faire ça. Alors, et pour faire ça, du coup, et pareil, quand on a plus d'humains, il faut aussi pouvoir les faire tenir sur la planète. Il faut aussi, si on a un mode de vie qui augmente, il faut aussi maintenir ce mode de vie-là. Il faut aussi produire à chaque fois qu'il y a des nouvelles naissances, il faut les frigos, les maisons, tout qui va avec, les voitures éventuellement, tout ça, si on veut garder ce niveau de vie-là. Téléphones et autres qui arrivent de plus en plus jeunes, tous ces trucs-là. Oui, ça a des conséquences et c'est ça en fait qui est la nouvelle ère géologique. On sort d'une ère de climat très stable aussi, qui était sur 12 000 ans. On avait une période où ça variait entre plus 2, moins 2 degrés, mais voilà, de manière plutôt cyclique et plutôt stable. Donc on avait le temps de s'adapter. C'était sur des périodes très très larges de centaines, voire des milliers d'années, et ça s'équilibrait. Et là, en fait, en très peu de temps, justement, on dit en 50 ans, 50-100 ans, on a eu ce phénomène d'accélération qui a aussi fait
les changements dont on entend parler régulièrement. Typiquement, tu vois de quoi on parle c'est quoi le changement majeur dont on entend parler au niveau de la planète? Le dérèglement climatique. Ouais, carrément. Et du coup, ça, c'est aussi du coup, une des conséquences de ce mode de vie-là et de l'Anthropocène. Donc du coup, les conséquences sur le système Terre, c'est ce qu'on est en train d'évoquer, elles sont fortes. Tu disais que tu avais entendu parler du dérèglement climatique. Bah oui, ça, c'est quelque chose qui perturbe, en effet. C'est un des points qui commence à être bien admis partout, parce qu'on a le fameux GIEC, là, le groupement d'experts internationaux, qui en parle et qui nous dit, qui se réunit et qui nous dit, qui nous fait des conclusions à chaque fois. Et là, les conclusions, c'est sans équivoque que ça vient des activités humaines. Donc ça, c'est sûr. Voilà, on le sait à 100%. Et du coup, les gens commencent maintenant à le savoir. On en entend parler un petit peu, tout ça. C'est peut-être un peu flou parfois ce qu'il y a derrière, mais pour autant, on voit que maintenant, tu as plus de 90% des gens qui sont convaincus. Il reste des climato-sceptiques, des gens qui n'y croient pas et qui mettent tout un tas de raisons derrière. Mais il y a plein de gens qui savent que c'est l'activité humaine et qui, du coup, il y a un truc qu'il va falloir qu'on change. Et donc, voilà, du coup, si on met ça derrière, juste pour t'expliquer simplement aussi, c'est que, en fait, le réchauffement climatique, c'est une des frontières planétaires. Tout à l'heure, on voyait la limite planétaire, là, avec le mur. Limite naturelle. Et en fait, il y en a, depuis, on a vu qu'il n'y avait pas du tout qu'une seule limite qui est liée au réchauffement climatique, au dérèglement climatique. Mais en fait, on en a 9. Il y en a 8 autres. Et donc, du coup, le réchauffement climatique fait partie. Le changement climatique. Et là, si tu les vois ici, on en a un paquet quand même. Donc là, on a, je vais mettre ça ici, on a typiquement l'acidification des océans aussi qui vient se rajouter. Parce qu'à chaque fois, ça est lié d'ailleurs au changement climatique. C'est ça qui n'est pas évident, c'est que les différentes limites et les frontières, elles sont liées les unes avec les autres. Mais il y en a une que tu dois connaître, la destruction de l'ozone. Ouais, ça t'en avais entendu parler? D'ozone. Ouais, carrément, qui avait fait un trou à l'époque. Et voilà, du coup, et ça, c'est la bonne nouvelle de l'histoire parce que cette couche d'ozone, en fait, c'était une des limites planétaires qu'on a dépassées et qu'on a réussi à arrêter, à résorber justement, en arrêtant de produire justement les gaz qui faisaient ça. C'était les gaz. Et du coup, ouais, alors c'est des gaz même différents qui vont détruire la couche d'ozone, qui sont un peu différents des gaz à effet de serre. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Il y en a qui savent, pas forcément. D'où ça vient, ces gaz-là qui détruisaient la couche d'ozone? Ça vient d'un truc qu'on a vu juste avant, qui était la nouveauté de l'époque où tout le monde s'équipait. Non, du coup, c'est les frigos, les réfrigérateurs, les gaz réfrigérants en général, qui, du coup, en fait, ces gaz réfrigérants, ils détruisent l'ozone. Et du coup, en s'échappant, parce qu'à l'époque, c'est pareil, les frigos, on les avait, mais du coup, tu les envoies dans des décharges, il y a des fuites, il y a plein de trucs, on ne faisait pas forcément trop attention avant. Ces gaz-là sont hyper destructeurs de l'ozone, et donc c'est ce qui a fait le trou dans la couche d'ozone. Donc quand ils s'en sont rendus compte, tous les pays ont échangé entre eux pour se mettre d'accord, un peu comme on peut avoir tu sais, aujourd'hui, il y a des COP, les conférences des parties, là. C'est un peu ça qui s'est réuni à l'époque et qui a décidé ensemble de mettre des lois pour du coup changer ces gaz-là, les interdire. À la place, il y en a d'autres qui sont trouvés, qui sont réfrigérants mais qui ne sont pas destructeurs de la couche d'ozone. Et ces traités-là, plus des filières de recyclage, plus faire attention à ce que ça ne s'échappe pas, plus concevoir en amont pour que ce soit plus solide. C'est ce qui a donné les grilles derrière les frigos pour éviter que ça se casse, qu'on tape les tuyaux, tout ça. Et puis maintenant, ils sont obligés de le récolter et tout ça. Il y a toute une filière qui s'est organisée. Je ne savais pas du tout. Voilà. Et tu vois, c'est ça qui s'est passé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à le faire de manière internationale. On s'est mis d'accord et on a fait des changements. Et naturellement, le trou s'est résorbé. Parce que l'écosystème a pu se rééquilibrer de lui-même sans qu'on agisse dessus, ce qui est très chouette. Donc ça, c'est le pouvoir de la résilience de l'écosystème. C'est sa force aussi, c'est de pouvoir faire ça. Donc tu vois, on est dans un truc où c'est chouette parce que c'est une des limites qu'on a pu, qui a été dépassée et qui est revenue à la normale. Parce que, en gros, comme tu peux le voir sur ce schéma-là, là, tu as une petite zone bleue qui est la zone sûre là-dedans. Et après, quand on dépasse, on commence à rentrer dans des zones de moins en moins sûres. Ça, je t'en reparlerai un petit peu après, mais plus ça dépasse, plus c'est compliqué. Et donc c'est ça que
qu'on va voir. En gros, je te les fais rapidement les autres pour que tu puisses comprendre de quoi ça parle. Mais on a le cycle de l'azote et du phosphore, ça c'est des trucs qui sont très utilisés pour les engrais. Et donc du coup, tu vois, toute l'agriculture elle fonctionne là-dessus, l'agriculture productiviste dont on parlait tout à l'heure, elle est basée sur ces éléments-là. Et en fait, on a cassé aussi le cycle, tu vois, ça a beaucoup dépassé. On a bien cassé le cycle naturel là-dedans, donc on va avoir des problèmes à continuer notre agriculture intensive de la manière dont elle est faite aujourd'hui. Et ce qui tombe bien parce que en fait, cette agriculture-là, elle est aussi destructrice. Notamment pour quelque chose qui est le grosse limite qui est dépassée de l'autre côté, qui est la diminution de la biodiversité. Et on a complètement détruit, enfin on a fait un peu une guerre contre le vivant puisqu'on met des pesticides de partout, insecticides et autres, fongicides. Le but c'est que tout le vivant qui ne nous intéresse pas soit supprimé. Et qu'on garde que le vivant qui nous intéresse. Donc on va mettre des plantes OGM qui vont résister aux produits chimiques qu'on va mettre et qui vont du coup se développer. On va dire qu'il n'y a que toi qui es autorisé à vivre et à te développer et tout le reste autour c'est plutôt mort. Vu que c'est mort, normalement il y a plein de trucs qui travaillent dans le sol pour faire vivre le sol et le rendre riche et décomposer tout ce qu'il y a autour, les feuilles des arbres qui tombent et tout ça. Et en fait on a enlevé tout ça, on a enlevé les arbres, on a fait des lignes droites et du coup il faut rajouter de l'engrais, de l'engrais, de l'engrais. Et là c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans une vie des sols qui s'est appauvrie et puis la biodiversité autour, elle s'est énormément appauvrie. On a aussi supprimé plein d'arbres, de forêts et autres pour pouvoir faire ça. Donc là, supprimer la forêt pour faire de l'agriculture, ça s'est passé à plein d'endroits, c'est ce qu'on appelle le changement dans l'utilisation des sols. Tu vois, on change des forêts qui se transforment en autre chose. Donc il y a eu à la fois de l'agriculture qui a été faite et qui a détruit la forêt, mais il y a à la fois aussi les villes, tu vois, qui sont étendues de plus en plus, sur lesquelles du coup là carrément tu mets du béton sur du sol, tu vois, et du coup, il n'y a plus du tout de vie en dessous, tu détruis tout, quoi. Il n'y a même plus l'eau qui s'infiltre, c'est même d'ailleurs un problème. Donc on a fait ça. Et puis ça a changé, là ils ont appelé ça consommation mondiale d'eau douce, mais en fait ça a changé le cycle de l'eau. C'est pas une consommation en fait, ils ont changé après le terme, c'est tout le cycle de l'eau parce que l'eau elle pouvait plus, dans les villes c'est difficile de circuler déjà, et puis il y a plein de cycles où tu as à la fois la pluie qui va se déplacer, qui va alimenter à différents endroits et qui va faire son cycle, mais tu as un autre cycle qu'on a découvert, c'est celui des plantes, qu'on appelle le cycle de l'eau verte. Et en gros, c'est les plantes, elles respirent comme nous et elles transpirent comme nous. Et en fait, tu sais, ce phénomène de la rosée aussi le matin, là où il y a plein de gouttelettes et tout ça, en fait, elles créent autour d'elles un micro-climat quand il y a plein de végétation elles vont transpirer de l'eau et il y a un cycle qui passe par elles. Où elles vont alimenter par les racines, le faire ressortir, qui est différent de celui qu'on a avec la pluie et les lacs et les réserves d'eau souterraines et tout ça. Donc ces deux cycles-là, ils sont aussi perturbés par nos activités et par ce qu'on pompe à droite à gauche et tout ce qu'on fait aussi en agriculture. Donc là, on le voit, c'était pas trop à l'époque, ça s'est accéléré depuis. Et après, les pollutions chimiques, c'est les produits qu'on envoie, et puis tout ce qu'on envoie dans l'atmosphère. Voilà, il y a différentes limites, et tu vois qu'elles influent les unes sur les autres. Le changement climatique, il influe aussi sur la biodiversité parce qu'elle a moins de possibilités de vivre. Le changement d'utilisation du sol, ça veut dire que tu détruis l'habitat tous les autres vivants. Donc tout ça, ça s'est imbriqué. Et ça, c'est ce qu'on appelle justement le système Terre, un peu, où on commence à l'étudier. Et c'est ça, en fait, qui nous amène à comprendre que ça devient un peu compliqué et qu'il va falloir y faire attention. À ton avis, depuis... là, on était en 2009 sur ce schéma-là, tu vois, donc c'était il y a quand même 15 ans. Depuis, tu penses que ça a évolué comment? Est-ce que tu crois que... Là, tu vois, on voit qu'il y avait il y avait... En gros, là, c'est la même limite, hein, ces deux-là. Mais il y en avait une, deux, trois, quatre limites qui étaient dépassées. Est-ce que tu crois qu'on a diminué comme on a fait pour l'ozone? On est moins? Ou est-ce que tu crois qu'on est à plus? Qu'est-ce que tu donnerais comme estimation sur le nombre de limites qu'on a dépassées? Enfin, de frontières, du coup. Vas-y. Moi, je dirais un peu plus. Plus? Ouais. Combien? De limite? Ouais, en tout. On serait à combien, du coup? En tout? Ouais, on était à 4, là. Ce qui devient, hein. De toute façon, il n'y a pas de... Ouais. Au moins 5. Au moins 5. Ouais? Ouais, 5. C'est votre dernier mot? 5. Ok, on va regarder ça. Et hop, la réponse, elle est là. Je passerai sur ça après. Aujourd'hui, en fait, on en a dépassé 6. On en a dépassé 6 et
Donc, tu vois, les titres ont un peu changé. Le cycle de l'Olysses, comme tu disais, c'est ça là, mais en gros, c'est les mêmes. Il y a des précisions qui sont venues s'apporter, mais les nouvelles pollutions chimiques, il y en a un paquet qui sont arrivés là-dessus. Les perturbations, ils ont augmenté énormément. Ça, c'était ce qu'on envoyait azote et phosphore tout à l'heure, c'est ça. Et la biosphère, elle a éclaté aussi. Le changement climatique a encore beaucoup augmenté aussi depuis. Et puis, on a éclaté le cycle de l'eau, qui était la nouveauté de l'année dernière. On a pu mesurer ça. Le changement d'usage des sols, il s'est intensifié aussi depuis. Donc tu vois qu'en fait, on est passé à 6 limites sur 9. Donc c'est assez critique. Ouais. Tu comprends pourquoi je m'inquiète un petit peu et qu'on n'en parle pas beaucoup. Ouais. Y a de quoi, je pense, être inquiet. Alors pour continuer un peu sur l'inquiétude, mais après, je vais te proposer pas mal de solutions. On va voir un peu ce qu'on peut faire. Mais du coup, en gros, pour expliquer un peu la trajectoire, typiquement, pour qu'on comprenne un peu mieux ça, là, ces limites-là, je te disais qu'il y avait une zone sûre et puis après d'autres zones. En gros, ce qui se passe, je vais le faire de manière très simple, c'est qu'il y a quelque part 3 zones, enfin en tout cas, c'est différents niveaux de zones. Là, on a une zone sécurisée, qui est le rond qu'on voyait tout à l'heure au centre, et qu'on est en train de quitter. Alors là, on est sur le réchauffement climatique, sur celui-là, le changement climatique, pardon. Et on voit qu'en gros, c'est en train d'augmenter. Là, c'est la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Ça se développe, ça augmente de plus en plus, c'est ce qu'on mesure. On en parle tout le temps, tu vois, de cette concentration de CO2. Et c'est ce qui nous amène, tu sais, on avait des accords, il y a eu des accords à Paris qui ont été signés, comme quoi on devait respecter, essayer d'arriver à pas plus de 1,5 degré de réchauffement mondial d'ici 2100. Bon, ce n'est pas forcément trop la trajectoire qu'on prend parce que là, la concentration d'équivalent CO2, il y a plusieurs gaz qui réchauffent, là, on a fait un équivalent en CO2, et on voit que le scénario qu'on est en train de suivre, celui qu'on devrait suivre, c'est la courbe verte, tu vois, qui va ralentir et puis diminuer après, et on va rester dans une zone incertaine où il va se passer déjà des choses, hein. Il y a déjà plein de conséquences dans la zone jaune, mais on n'arrive pas au moins dans la zone rouge sur laquelle là c'est une zone à haut risque, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences qui arrivent. Si on arrive dans la zone rouge, en fait, tu vois, il y a les glaciers qui commencent à fondre, le permafrost qui libère des gaz aussi, ça commence à se réchauffer, il y a des effets d'emballement qui peuvent arriver, où de plus en plus du gaz se libère et fait que ça se réchauffe de plus en plus et ça devient immaîtrisable. Même si nous on diminue, après il y a des emballements et c'est hors de portée. Et ça, tu vois que dès maintenant, on a des conséquences, tu vois, sur le changement climatique. Déjà en Inde, où, là, je ne sais pas si tu as suivi les dernières nouvelles, mais en gros, il y a eu des canicules extrêmes avec beaucoup de morts ces derniers temps, parce que c'était l'été pour eux, là, dans l'hémisphère sud. Et ça a été très compliqué. On a eu en Indonésie aussi il y a eu un pèlerinage à la Mecque où il y a eu, je crois, 900 morts parce que voilà, il y a eu ces chaleurs intenses qui ont rendu ça compliqué. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'a pas du tout envie d'être dans la zone rouge. Et pourtant, le scénario qu'on est en train de suivre, ce n'est pas le vert. On suit le scénario bleu. La SWIFT est en train d'augmenter. Du coup, c'est assez compliqué. Et là, on est déjà en train de se dire que déjà, plus 1,5 degré, c'est terminé. On sait qu'on ne pourra pas l'atteindre. Plus 2 degrés d'ici 2100, c'est pareil. A priori, ça devient très compliqué. Il faut vraiment, vraiment faire un changement drastique de société pour y arriver. Et là, juste pour partir là-dessus, on est en train d'imaginer récemment, donc c'était au début d'année, je vais te montrer ça, même si ça peut faire un peu peur, mais en gros, on a eu le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui au début de l'année, alors je ne vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là, qui est en train de vouloir nous préparer à une France à plus 4 degrés. Donc en France, ça se réchauffe plus vite qu'à l'extérieur, que cette température moyenne de 2 degrés. Mais là, du coup, en se préparant à ça, il est déjà en train de voir que les scénarios, il va falloir s'adapter, être préparé dès maintenant les conditions de vie pour la suite, et donc faire en sorte qu'on soit capable de survivre là-dedans. Parce que, en gros, plus le climat évolue, plus les températures augmentent, plus il y a des zones qui deviennent inhabitables. Et donc on est en train de travailler sur l'habitabilité de la planète. Et les zones inhabitables, ça veut dire aussi des populations qui vont se déplacer. Et tu vois, on va avoir des réfugiés climatiques.
Et les réfugiés climatiques, quand je vois à quel point maintenant il y a des discours qui sont en train de dire oui, on ne veut pas même les réfugiés politiques ou les migrants qui viennent, qui se déplacent parce qu'ils ne peuvent plus habiter chez eux quand il y a des guerres. On est déjà en train, ça a été compliqué de les traiter auparavant. Là, on est en train de se dire oui, il va falloir refermer un peu plus les frontières, il va falloir verrouiller tout ça et choisir que les personnes qu'on veut et tout. En fait, il y a un bon moment, il y aura tellement de monde qu'on n'aura plus le choix, on ne pourra pas fermer les frontières comme ça en fait. Et il va falloir se préparer à de la migration massive. Non pas politique ou économique, mais une migration climatique. Ça, moi, ça m'embête qu'on n'en parle pas, parce qu'il faut se préparer à ça dès maintenant. Quand on est en train de travailler sur un scénario à plus 4 degrés, il va y en avoir un paquet. Des zones inhabitables, il va y en avoir un paquet sur la planète. Et donc, du coup, les gens ils vont forcément arriver au bout d'un moment en France, c'est sûr, et dans les autres pays d'Europe. Donc, il faut pouvoir se préparer à accueillir ces personnes-là et les intégrer dans notre société pour que ça ne déséquilibre pas la société. Et le problème de déséquilibrer la société, ça c'est un vrai problème. On a besoin d'intégrer les personnes, on a besoin de pouvoir les accueillir et faire en sorte qu'ils trouvent une place et qu'ils soient aussi productifs, qu'ils puissent aussi s'adapter au mode de vie qu'on a et à notre culture et tout ça. Pour autant, il faut mettre des moyens dessus, il faut réfléchir à ce qu'on fait, à la politique qu'on met par rapport à ça. Et là, ça, je ne l'entends pas, j'entends l'inverse, j'entends un refermement. Donc ça m'inquiète beaucoup. Donc ça, c'est un des points. Pour autant, il y a aussi l'autre point, c'est que moi qui me gêne beaucoup, c'est que on se dit que le chemin, il n'est pas bon en fait, la trajectoire qu'on prend, elle n'est pas bonne. Rien que je parle du réchauffement climatique, mais les autres limites, c'est pas bon non plus, parce qu'en plus elles sont beaucoup liées, elles sont liées à notre mode de vie. Et ça, tu vois, typiquement, on a des choses qui nous montrent qu'il n'y a pas longtemps, on a le gouvernement qui a été mis en justice. Il y a eu ce qu'on appelle l'affaire du SLEC, c'était le gouvernement qui a été mis au tribunal parce qu'en gros, il ne respectait pas les accords et il ne faisait pas ce qu'il fallait pour que ça bouge. C'était il y a quelques années, ça. Ils ont été condamnés. Le gouvernement a perdu, ce qui est incroyable d'avoir des ONG qui arrivent à faire plier le gouvernement là-dessus, mais c'est vrai que l'inaction climatique était tellement forte qu'il fallait que ce soit sanctionné. Et donc là, on est aujourd'hui... C'est en train d'être pris en compte, mais pas du tout assez. Tu vois, quand je vois qu'ils ont été condamnés et que derrière, dans les débats aujourd'hui, on n'est pas encore en train de parler de tout ça, c'est que pour moi, ça devrait être la base, tout le monde devrait connaître ça. Je suis assez inquiet pour cette raison-là et qu'on soit encore axé sur l'histoire du PIB et de la croissance, ça me gêne. Les limites planétaires, elles commencent à être prises en compte dans les... tu vois, ici, si je te montre ça, c'est le gouvernement. Ça, c'est un schéma qui est issu du site du gouvernement français, qu'on peut retrouver sur le site du gouvernement. Qui parle des limites planétaires pour la France. Donc il y a une partie du gouvernement qui est conscient de ça. Mais le ministère de la Transition écologique a récemment été mis à la dernière place dans l'ordre des ministères. Et donc du coup, c'est plus du tout devenu une priorité et on n'en parle plus. Les discussions, elles sont autour du pouvoir d'achat et d'autres choses, sauf que du coup, forcément, l'économie, elle ne peut pas tourner. Ce n'est pas du tout réaliste de croire qu'elle va tourner, qu'on va pouvoir discuter des retraites, du pouvoir d'achat, de tout ça, si on n'a pas pris en compte le fait que tout notre système de survie autour il est en train de s'effondrer et qu'il va y avoir des migrations massives, qu'il va y avoir des conditions compliquées pour nous aussi parce qu'on va subir la chaleur, on est déjà en train de la subir, la France se réchauffe un peu plus vite que tous les autres pays en Europe et on est déjà en train de parler de plus 4 degrés, ce qui est énorme en fait parce que c'est des changements qui sont drastiques, des sécheresses intenses, des canicules. En fait, on dit que la canicule de 2022, c'est une des plus... c'en était un des étés les plus froids qu'on va vivre dans le reste de notre vie. Donc tu vois, on est dans des logiques comme ça. Et ouais, ça fait réfléchir, tu vois, de se dire ça. Et donc là, pour moi, je vois qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que ce qui me donne un peu d'espoir quand même, c'est cette alliance qu'il y a entre des gens qui veulent travailler sur l'écologie justement et d'autres sur la partie sociale, parce qu'il va falloir équilibrer les deux. On ne parle pas assez d'écologie, mais il y a quand même un parti qui en parle un peu plus que les autres. Cette alliance-là inédite qui a démarré il y a quelques années et qui s'est renforcée pour ces élections-là. Mais aujourd'hui, on est en train de tacler, on parle de débats sur du racisme, l'antisémitisme et tout ça, mais du coup qui ne sont pas les réels enjeux, parce que si on regardait, si les autres partis avaient vraiment intégré cette logique-là et remettaient en question cette logique productiviste, parce qu'on ne peut plus être là-dedans, on ne peut pas continuer à avoir comme indicateur de la croissance et croître, augmenter encore, parce qu'à chaque fois qu'on croît, on augmente la pression sur l'écosystème, sur le système Terre. Et ça, c'est pas tenable. On sait qu'on a dépassé les limites à plein d'endroits depuis un moment. Il y a d'autres éléments que je pourrais te montrer, mais il y a un truc... Voilà,
On a un truc qui s'appelle le jour du dépassement, peut-être on en a entendu parler, ça arrive une fois dans l'année, on en parle une fois. C'est le jour où on a dépassé les limites, les ressources qu'on utilise sur la planète, le taux de renouvellement des ressources. Pour que ça se renouvelle naturellement ce qu'on consomme, on devrait s'arrêter et plus rien faire, être en mode Covid bloqué chez nous à partir d'une certaine date. Tu sais quand est-ce que c'est pour la France ou pour le monde? Non. Ok. En gros, pour le monde, c'est en juillet maintenant. Et pour la France, c'est en mai. C'est début mai. Donc en gros, on fait partie des mauvais élèves, tu vois. Donc on consomme trop de ressources. Donc même quand on parle que la France, par rapport aux émissions et tout ça, l'impact que ça a, en fait non, parce qu'on consomme trop de ressources. En fait, on pique des ressources aux voisins un peu partout. On consomme plus que ce qu'on a sur notre territoire. Et donc du coup, notre niveau de vie, ça montre encore qu'il est beaucoup trop élevé par rapport au reste. Et ce x7 qu'on a fait, finalement, on devrait arriver sur on devrait diminuer énormément notre impact et notre mode de vie. Parce que c'est lié en fait. Plus on produit et on consomme du matériel et plus du coup on consomme, plus l'impact il est gros. On n'arrive pas à séparer les deux. Même si on peut diminuer, faire de l'éco-conception, faire plus de recyclage, de la circularité et tout ça, ça ne suffit pas. Il faut le faire, mais ce n'est pas suffisant. Et du coup, le point qui est important, c'est que, tu vois, en termes d'émissions, par exemple, ça donne des ordres de grandeur, en tant que Français, on envoie un équivalent de quasiment 10 tonnes de CO2 par habitant en moyenne. Donc on est sur un 10, ça dit, voilà, c'est le 10. Pour te dire ce qu'il faudrait faire pour qu'on respecte les enjeux, il faudrait que tout le monde sur la planète soit à moins de 2 tonnes. Ouais, non, t'as dit 4, mais c'est 2. T'imagines 2 tonnes. Ça veut dire que nous, on doit diviser par 5 nos émissions. Sachant qu'en plus, c'est une moyenne dans les Français. La plupart sont ça, il y en a certains qui sont en dessous, d'autres qui sont à beaucoup plus. Le problème, c'est que plus on est riche, plus on consomme, plus on dépense, plus on est à beaucoup plus. Il y en a qui sont à 25 tonnes, des choses comme ça qui sont énormes, quoi. Ouais, mais justement, j'avais fait, à l'aide d'une application sur Internet, je crois, mon calcul de mon empreinte carbone. Ouais. Et ils incluent directement dans le calcul la part, en fait, qu'ils considèrent que dans la société, je sais pas, les transports en commun et tout. Et en fait, on arrive presque à 2 tonnes avec cette part qui est déjà incluse. Ouais, exactement. Ouais, carrément. Quand tu calcules ton empreinte, en effet, il y a ça. Il y a un calculateur qui est disponible sur le site du gouvernement aussi. Et oui, en fait, les infrastructures de base qu'on a, transport, hôpitaux, administration, tout, toute la santé, tout ça, c'est l'éducation et voilà. On a déjà à quasiment 2 tonnes, comme tu dis. Je crois qu'on a 1,6 ou quelque chose comme ça. Et oui, on voit que clairement, rien qu'à cet endroit-là, on a déjà beaucoup trop. Alors on pourrait optimiser un peu tout ça et faire des choix là-dessus, mais c'est vrai que du coup, si tout le reste qui est autour, qui est encore en plus, on voit que les changements ils sont importants à faire. Alors réduire son empreinte jusqu'à 4 tonnes, du coup, c'est faisable, ça se fait, on change notre mode de vie, on peut le faire individuellement. Par contre, réduire à moins, après, ça demande des changements collectifs et du système, en fait. Ça demande des changements en termes d'infrastructure et de façon de faire. Mais par contre, c'est clairement possible parce qu'on pourrait très bien beaucoup plus mutualiser des choses, tu vois, partager. Du coup, ça permettrait de moins produire et tout le monde bénéficie du service des outils, du matériel de la voiture, de plein de choses, plutôt que chacun avoir le sien propre. Et donc, du coup, on pourrait avoir une sorte de niveau de vie qui reste stable parce qu'on accède à plein de biens et de services, mais ils sont tellement mutualisés et optimisés dans l'usage qu'au lieu d'avoir par exemple tu vois, ta voiture ou tes outils qui restent chez toi et à part quand tu bricoles, le reste du temps ils dorment, et du coup les partager. Et donc on rentrerait dans l'économie du partage et de la mutualisation, qui existe déjà mais un petit peu. Tout comme on pourrait aussi recycler énormément et refaire retourner dans un cycle, c'est pas que essayer de réutiliser la matière, c'est aussi rendre un nouvel usage à des choses d'avant. Par exemple, des habits, on pourrait, au lieu de les jeter, les mettre, alors en plus les filières sont très compliquées, on pourrait les rapiécer ou leur donner une seconde vie, du coup même acheter des choses peut-être de meilleure qualité qui durent plus longtemps et qu'on fait durer en rajoutant même des choses un peu sympas, et du coup on pourrait même personnaliser nos habits, donc ça pourrait être très fun, tu vois, ça pourrait être sympa de se dire ah ouais t'as fait ça, super bonne idée, moi aussi je vais le faire, je vais faire un sticker comme ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Comme à l'époque, il y en avait certains qui déchiraient un peu les jeans ou les patchs qui sont arrivés.
Donc détruire son jean, c'est un peu dommage pour le coup. Après, ça a été même industrialisé, ce truc-là, de jean détruit. Mais pour le coup, mettre en effet des patchs ou des choses comme ça sympas, ça pourrait être un truc très chouette. Et ça pourrait remplacer des trous et faire perdurer les trucs et le faire évoluer même dans le temps. Donc on pourrait moins s'en débarrasser vite ou moins être fatigué parce qu'en le customisant, tu peux changer quand tu as envie, plutôt que de racheter quelque chose de nouveau. Donc on peut faire plein de choses. Il y a déjà des alternatives qui sont possibles. Du coup, on peut aussi acheter de la seconde main. Des choses qui sont, tu vois, tout le réutilisage, le réemploi, c'est déjà en cours, ça se développe pour les smartphones, pour plein de trucs. En fait, on a déjà des solutions qui existent, qui sont en cours, mais qu'il faudrait développer massivement. On devrait vivre en fait avec ça. On devrait arrêter l'aberration de dire j'achète un truc que pour moi, je suis propriétaire, je le garde et je m'en sers un petit peu. La propriété totale, ça ne devrait pas être ça ne devrait pas exister dans le sens où ça veut dire que pendant tout le reste du temps où tu t'en sers pas, tu prives l'usage à quelqu'un d'autre et pourtant ça a été créé, le truc existe et voilà. Donc en fait, il y a cette nouvelle réflexion qui est déjà en cours à développer. Donc en fait, ce qui est chouette, c'est que ça existe déjà, donc c'est chouette. On peut aussi réduire l'impact de la production, on peut aussi réutiliser les matériaux aussi à terme. En fait, on peut faire plein de choses qui vont faire diminuer l'empreinte. Et du coup, il y a des endroits où c'est des personnes, c'est des habitudes, des usages, d'autres façons de consommer. Il y a des endroits où c'est les industriels qui vont devoir changer aussi leurs usages, leurs pratiques. Quand tu refais un cycle dedans, tu reprends le matériau et tout ce que tu as produit et tu le reprends et tu essaies de le faire durer le plus longtemps possible. On a l'exemple par exemple de Michelin qui teste un nouveau truc au lieu de te vendre un pneu sur lequel tu es propriétaire du pneu et une fois qu'il a éclaté, après éventuellement tu le jettes. Alors avant c'était il y en a qui le mettaient sur le bord de la route, maintenant il y a quand même des filières pour les récupérer, ils sont obligés de les récupérer gratuitement et on essaie de remettre ça dans un cycle. Pour autant, au lieu de quand tu es dans une entreprise, en fait ce qui est compliqué c'est que plus tu es en train de vouloir faire encore ta croissance, tant que tu es câblé croissance, tu vas dire croissance de quoi? Cette fois-ci on n'est plus sur le PIB, on est sur le chiffre d'affaires. Et chiffre d'affaires, pour faire augmenter le chiffre d'affaires, il faut que je vende plus. Et pour vendre plus, du coup, je vais produire plus. Et donc, on est dans cette boucle-là, et c'est toujours le même bug. Alors que si jamais tu changes ton modèle économique, et tu arrives sur un modèle économique où tu vas non plus vendre la propriété de ce que tu donnes, mais vendre l'usage, le service, rendre le service. Les gens qui veulent un pneu, en fait, ils achètent. Là, le vrai service qu'il y a derrière, c'est un nombre de kilomètres parcourus avec un pneu en bon état qui me permet d'avoir une bonne tenue de route et tout ça. Du coup, c'est ce service-là qui commence à vendre. Ils sont en train de tester un nouveau modèle où ils vendent le service pneu en bon état, un nombre de kilomètres parcourus. Donc, tu achètes des kilomètres et non plus le pneu. Et donc du coup, eux, ils se débrouillent pour faire en sorte que du coup, le pneu dure le plus longtemps possible. Et comme ça, qu'ils ont moins à intervenir. Et donc ça les oblige à faire de la qualité. Alors qu'avant, quand tu es dans le modèle, tu vois, on parlait de l'obsolescence programmée, quand quelqu'un, si tu fais un pneu qui dure très longtemps, tu as plutôt, vu que l'autre il est propriétaire, tu as plutôt intérêt à ce que ça ne dure pas si longtemps que ça. Là, c'est l'inverse. Tu as intérêt à ce que ça dure plus longtemps, que tu interviennes le moins chez lui et que du coup, tu vas optimiser ton pneu pour. Et puis, quand tu vas le récupérer, tu vas optimiser pour que ça soit facilement recyclable. Donc, parce que tu vas te récupérer toi-même le pneu que tu as laissé chez eux. Et donc, tu es encore propriétaire du truc. Donc, tu vas faire en sorte que tu puisses réutiliser les matériaux. Donc, que ce soit séparable facilement, que ce soit pas trop galère à recycler. Donc, en fait, tu repenses à la conception dès le début ton pneu. Voilà, il y a plein de trucs qui changent qui font que en fait, ces modèles-là, ils sont possible aussi et il pourrait se diffuser. Et ça, tu es au niveau de l'entreprise. Donc les individus peuvent changer, les entreprises aussi. On a vu, le gouvernement pourrait faire des changements aussi. Là, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on n'est pas trop en train de discuter de ça et du coup, les élections, les gouvernements, ils se disent, oui, mais moi, je vote aussi selon ce que les électeurs sont, selon ce qu'ils ont en tête, les préoccupations des Français, les fameuses. Le truc, c'est que, ok, si les Français ne sont pas au courant de tout ça, ils ne sont pas conscients de ces limites planétaires, oui, forcément, ils ne vont pas se poser la question de ah oui, mais je suis inquiet pour l'avenir, pour mes enfants, tout ça, ce qu'on appelle un peu l'éco-anxiété, qui devrait être le sujet majeur en fait aujourd'hui si on voit ça. Parce que les projections qui ont été faites, je n'ai pas le temps de te montrer tous les autres, mais il y a des rapports qui ont été faits depuis 1950, même 1972, on avait un rapport qui en parlait déjà sur les conséquences de cette accélération qui commençait déjà. 20 ans après, ils savaient déjà en fait, ils étaient déjà au courant. Et on voyait que ce n'était pas tenable, en fait, que tout le système ne tenait pas la route et finissait par tomber. Et c'est ce qui a donné cette fameuse phrase qu'on dit qu'on ne peut pas croître à l'infini sur une planète finie. C'est logique, c'est du bon sens. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. On est toujours en train de chercher de la croissance, tu vois, en train de se dire « Ah, c'est important qu'il y ait ça ». Sinon, c'est compliqué, c'est un peu un truc magique qu'on a.
mais en fait, il faudrait juste arrêter de produire autant et se concentrer sur l'essentiel et sur ce qui nous rend réellement heureux. Et on a vécu le modèle, je pense, de accumuler énormément, c'est ce qui nous rend heureux, c'est ce qui nous fait monter dans la hiérarchie. Ben, en fait, non. C'est pas l'accumulation qui te rend vraiment heureux, qui t'apporte du bonheur. Pendant un temps, c'est vrai que ça t'apporte du confort, c'est chouette. On a vu, c'est vrai que les frigos et choses comme ça, c'est quand même pratique au quotidien. Pour autant, on devrait se poser la question de qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui l'est pas. Est-ce qu'avoir un voyage, aller à Ibiza pour 70 € un week-end, est-ce que c'est important de garder ça? Ou est-ce que c'est une aberration? Est-ce qu'on ne devrait pas revoir aussi, se dire peut-être que l'avion c'est un truc, il faut sacraliser un voyage lointain pendant du temps. En fait, peut-être qu'il faut se dire qu'on a 6 mois ou 1 an pour aller à l'autre bout du monde et utiliser peut-être l'avion quelques fois et se faire un truc qui nous marque dans notre vie et qui va nous forger une identité, peut-être c'est ça, et s'autoriser à faire ça plutôt que faire des voyages réguliers à droite à gauche. Donc, en fait, il y a des réflexions comme ça qui nous feront sortir aussi de ce qui va nous rattraper. Après, il va falloir se limiter. Il va y avoir des quotas qui sont déjà en discussion, des quotas carbone. Et là, on rentre un peu cette logique d'écologie punitive, moi, qui me gêne, parce que pour moi, en fait, on n'a pas. C'est pas une question de se limiter, c'est une question de réinventer nos vies pour voir qu'est-ce qui nous rend réellement heureux, qu'est-ce qui est essentiel pour nous, qu'est-ce qu'on a envie de garder. Peut-être qu'on a envie aussi de moins travailler et d'avoir plus de temps pour profiter des gens. Et du coup, quand on fait ça, on n'est pas en train d'utiliser beaucoup de ressources. Et le lien humain, il nous fait du bien. On a vu par des études aussi que c'est le lien humain qui nous rend, la qualité des liens qu'on a avec les autres, qui nous rend heureux. Donc, en fait, on commence à être équipé pour savoir la direction à prendre. Et pourtant, on n'est pas encore en train d'apprendre réellement et on ne se pose pas ces questions-là. On est toujours dans cette logique de oui, mais mon pouvoir d'achat, oui, mais comment je boucle la fin du mois et tout ça, alors qu'on ne sait même pas. Oui, c'est gagner pour vivre, ou vivre pour gagner. Ouais. Gagner de l'argent pour vivre. Gagner de l'argent pour vivre, ouais, il y a vraiment ça. Et du coup, ça nous donne ces conséquences, tu vois, et tout ça qui est pas bon. Et moi, il y a une des choses que j'aimerais qu'on se pose comme question, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour nous dans tout ça, qu'est-ce qui est le socle essentiel de notre vie. Je voulais te montrer peut-être un dernier schéma. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il y a un nouveau type d'économie que je trouve hyper intéressant, dans lequel on pourrait rentrer. Qui est, et ça va être le point, je pense, où je vais finir là-dessus, l'économie du donut. Ça te dit quelque chose, cette histoire d'économie de donut? Est-ce que tu en as déjà entendu parler ou pas du tout? Non. Ok. En fait, il y a une économiste qui propose que plutôt que de passer sur un système où on est sur la croissance du PIB et on regarde ça, on va regarder plutôt deux choses. Est-ce que d'un côté, les besoins de chacun, les besoins humains, sont satisfaits, en se concentrant en priorité sur les besoins essentiels? Donc là, c'est la première notion qu'elle a donnée, qui est la notion que tu vois ici, là, de plancher social. Ouais. Et la deuxième notion, elle dit en gros, l'idée c'est de ne pas dépasser les limites de la Terre. Donc ça, c'est ce que je viens de te montrer aussi avant, et c'est le fameux plafond écologique. Tu vois, c'est un plafond. Et du coup, elle dit qu'en gros, la performance d'une économie, ça serait de mesurer ces deux éléments-là et de voir comment on arrive à rester entre les deux. Tu vois, il y a cet autre schéma à côté sur lequel on voit, c'est ça, le donut, ce fameux. Et du coup, où tu as d'un côté le plancher social qui, si on descend trop, nous donne des privations humaines critiques, donc on va éviter ça. Et de l'autre côté, ce plafond environnemental sur lequel on va dépasser des seuils naturels critiques. Et cette borne entre les deux, c'est l'espace juste et sûr pour l'humanité, pour se développer. Et donc du coup, toute notre économie, tous les développements, tout ce qu'on veut faire devrait se situer dans ces deux zones-là. Et tu vois, ça c'est facile à comprendre, c'est simple. Et pour autant, c'est un changement radical de vue parce que ça demande de se concentrer sur ce qui est essentiel et quels sont les besoins humains fondamentaux et non pas des besoins inventés pour faire des débouchés économiques dont on parlait tout à l'heure, plein de trucs superficiels sur lesquels on joue sur nos craintes, sur notre envie d'avoir une identité sociale, sur plein de choses pour un peu nous hacker le cerveau, un peu toutes les neurosciences qui sont utilisées pour se faire consommer. On sortirait de ça pour rentrer dans une logique où c'est quoi le socle de base qui nous permet d'être ensemble, d'être prospères, d'être heureux, d'avoir ce qu'il faut. Et peut-être que cette base-là, elle n'est pas forcément si grande que ça. Il y a
de toute façon des conséquences qui vont être, ça va attaquer ça si on ne respecte pas les seuils naturels, parce que plus les seuils naturels sont compliqués, même comme on disait, si dehors il fait très très chaud tout le temps et qu'on a des canicules compliquées et tout, on va devoir vivre beaucoup plus à l'intérieur, enfermé, donc c'est pareil, c'est compliqué, et ça marche que pour ceux qui sont les plus riches, qui peuvent se payer des clims ou des choses comme ça, donc ça marche pas en fait, donc on est obligé d'avoir les deux. Et tu vois, du coup, on peut arriver à quelque chose qui est assez intéressant, c'est que on peut poser ces besoins humains-là et on peut se demander c'est quoi cette base-là, tu vois, est-ce que c'est avoir accès à l'eau, à la nourriture, ça oui, la santé, c'est les éléments de base qu'on considère là-dessus, mais il y a d'autres éléments qui sont intéressants, c'est l'éducation de qualité, mais on peut venir aussi sur l'égalité des sexes, tu vois, qui est aussi, si les gens ne se sentent pas égaux, ils n'ont pas les mêmes liens, justement on parlait de la qualité des liens tout à l'heure, ils ne se sentent pas respectés, forcément, ça ne marche pas non plus pour le bonheur. Ou l'équité sociale, s'il y a des gens qui ont beaucoup plus que d'autres, il y a trop une différence dedans et qu'on trouve ça pas juste, pas équilibré par rapport à ce qu'ils apportent, peut-être que ça aussi, ça marche pas bien. Mais la question aussi de la voix démocratique, le pouvoir de décision, peut-être qu'on a envie de plus faire autre chose de plus que juste élire des gens de temps en temps. Peut-être qu'on a envie aussi d'avoir vos chapitres sur ce qui se passe chez nous, sur ce qui se passe autour, sur les choix qu'on a à faire de société. Et justement, pour décider de ça, ça serait bien qu'on en discute les uns avec les autres, pour voir ce qui est important pour les uns les autres. Donc tu vois, tout ça, c'est un peu la direction que je trouve vraiment intéressant parce qu'on a tout à reconstruire là-dedans en fait. On a les entreprises qui peuvent faire autrement, on a ces discussions à avoir entre nous qui nous permettront de voir comment on peut avoir une vie digne les uns les autres ensemble. Et puis ces plafonds qui de toute façon vont nous obliger à répartir la richesse et à éviter que les gens aient de toute façon beaucoup trop parce qu'ils auront un impact beaucoup trop fort. Mais par contre on peut peut-être leur donner d'autres valorisations à la place, des titres honorifiques ou du pouvoir de décision plus important, ou des choses comme ça, ce qu'ils ont d'ailleurs déjà, mais de manière avec des lobbies, des choses comme ça, un peu moins formelles. Ça serait bien que ça soit un peu plus posé, en disant que ces gens-là, on les respecte pour ce qu'ils ont construit là-dessus et pour telle et telle chose. Du coup, ils ont le droit de siéger là-dedans, mais du coup, c'est quelque chose qui n'est pas en train de se faire entre des bureaux un peu cachés, où on a toujours l'impression de ne pas faire partie de la décision, tu vois. Mais du coup, c'est vers ça qu'on devrait pouvoir aller plus. Et cette logique-là, moi, je la retrouve, du coup, c'est ce que je te disais, un petit peu dans une alliance qui est pour moi exceptionnelle parce qu'elle est nouvelle pour l'instant, mais qui est encore fragile avec plein de choses qui ne sont pas forcément dedans, qui est ce nouveau front populaire que je trouve intéressant parce qu'on a l'écologie avec le plafond écologique, on a le plancher social avec toute la base de différents courants de gauche qui se sont alliés pour faire ça. On a une logique économique quand même qui est dedans parce que on a vu les économies, il y a 300 économistes qui se sont basés dessus pour dire que le programme tenait la route et qui, oui, en effet, ça pouvait s'équilibrer, mais avec cette nouvelle répartition des richesses, qu'il faut aussi grincer des dents certains. Pour autant, on sait que cette répartition des richesses, ça va être obligatoire parce qu'avoir trop, comme on disait, ça donne trop de pouvoir de destruction et donc c'est pas possible. Il va falloir trouver autre chose et compenser par autre chose. Mais du coup, il y a cette vraie réflexion qu'on devrait avoir. Et pour moi, il n'y a pas de débat comme quoi il n'y a pas autre chose que d'aller là-dessus. Et même, en fait, les débats sur, comme on disait tout à l'heure, sur l'immigration, par exemple, ça va être des débats qui devraient être anticipés sur cette... Tu vois, on parlait d'anticiper la France à plus 4 degrés. La France à plus 4 degrés, c'est des migrations massives de réfugiés climatiques. Donc, il faut aussi l'intégrer dès maintenant. Et ça, je ne l'entends pas. Même de l'autre côté, tu vois. Donc, idéalement, ces différents sujets, il faudrait que les différents partis puissent parler de ça au lieu de s'affronter les uns les autres, se dire ok, comment chacun avec sa spécialité, on travaille sur un sujet, on apporte différentes réponses à la France et comment après on en débat pour faire des choix. Et après on fera des choix humains de dire non, oui, on décide de se barricader chez nous et tout le monde est d'accord pour ça, ou au contraire on adapte, ou on a une solution hybride entre les deux, mais dans tous les cas on a un plan pour l'avenir qui n'est pas des clivages idéologiques, qui soit plus d'abord des vraies solutions construites avec des vrais plans financés. Et ensuite, chacun fait son choix par rapport à ces éléments-là et voit comment il arrive à se projeter dans une vie de ce type-là. Est-ce que c'est OK Du coup, on fera des renoncements à certaines choses, on essaiera de construire quelque chose de chouette pour tout le monde, et puis on se posera la question de ce qui nous rend réellement heureux et d'arrêter de courir dans une roue productiviste pour rentrer dans OK, peut-être que cette base-là, elle est suffisante et que je m'en contente et que c'est chouette comme ça. Et pour moi, en fait, c'est un peu cette direction-là que dont j'aimerais discuter, parce que c'est un champ énorme, c'est-à-dire qu'on est en train de se dire, ouais, on peut, tu vois, vivre complètement autrement, avec plein de richesses qu'on a maintenant, on peut choisir maintenant, parce qu'on est encore dans de l'abondance, à quoi on renonce, et on peut faire ces choix collectivement ensemble, et on peut s'entraider à vivre cette nouvelle vie
et à vivre dès maintenant, parce qu'il y a déjà comme je disais, il y a plein de choses qui existent déjà, il y a déjà des gens qui vivent là-dedans, mais si on développait massivement ça, je pense qu'on serait bien plus heureux, on gagnerait bien plus et ça serait un vrai progrès. Et du coup, on ne serait pas en train de se dire on va régresser, au contraire, on serait en train de se dire on fait un vrai progrès parce que là, on a atteint un plafond. On a expérimenté un modèle qui touche à son bout, on le sent vraiment, et aller plus loin, ça nous donne le champ des possibles. Et moi, je trouve ça plutôt enjouant, en fait, d'aller dans ce nouvel univers, de se dire que tout est possible aujourd'hui, qu'on peut construire un nouveau monde, que la réflexion, tout le monde peut l'avoir, celle-là. On peut se demander chacun ce qui est essentiel pour nous. Certains voient ça, même des fois, comme du développement personnel, mais en fait, c'est une vraie question qu'on devrait tous se poser. Et en fait, en faisant ça, on peut s'entraider à construire petit à petit des petits îlots de ce monde-là et les faire s'interconnecter, les faire bouger aussi nos entreprises, comme on le disait avec ces changements-là, faire aussi bouger les politiques et aussi localement. On peut commencer localement avec des maires de proximité et autres à le faire, et à vivre ça et à le développer, à l'institutionnaliser. Et plus on aura des petits îlots comme ça qui se développent, qui vont vers des fonctionnements qu'on pourrait dire plus régénératifs, c'était un peu le terme aussi là-dessus, tu vois, où on régénère les liens, la santé des humains et tout ça, mais aussi celle du vivant, parce qu'on dépend du vivant et on en fait partie. Et en faisant partie du vivant, si on développe aussi l'écosystème et qu'il est florissant autour de nous, et nous-mêmes, ça joue sur notre santé aussi, notre santé mentale, notre bonheur, et ça c'est aussi prouvé. Les marcher 2 heures en forêt renforcent et nous réparent en tant qu'être humain. Et donc du coup, si on avait un environnement de ce type-là et on pouvait le faire, marcher en forêt, ça n'a pas beaucoup d'impact écologique sur le système Terre, et pourtant c'est ressourçant pour nous, c'est régénératif. Donc si on le développait partout, on aurait des espaces de régénération. Et on aurait des espaces sociaux aussi, plus, où on pourrait se retrouver. On pourrait développer peut-être des tiers-lieux avec plein de choses dedans, avec une émulation, et on pourrait travailler sur de la low-tech, c'est-à-dire avec pas grand-chose, arriver à produire des trucs hyper chouettes et faire de la technologie, non pas high-tech avec plein de choses, mais avec beaucoup moins de matériaux, quelque chose de plus intéressant, plus résilient, quoi. Et du coup, tu vois, ça, il y a des gens qui le font, qui l'expérimentent. À nous de le développer plus. Si on est de plus en plus à le faire, je me dis qu'on peut faire bouger les choses par le bas aussi. Et peut-être qu'aussi on aura des parties qui finalement iront plus dans cette direction-là. En tout cas, à très court terme, moi mon choix il est vite vu parce que je prends le moins pire dans le choix que j'ai. Et c'est pas le développement économique comme avant. C'est pas fermer tout et se refermer sur nous et faire de la préférence nationale ou autre. C'est pas et c'est un peu plus allié écologie, parler du vivant et le social. Pour autant, pour moi, il faut quand même un peu des trois. Et si on avait au moins cette base-là, que je viens de partager, avec ces deux frontières simples à comprendre, et au moins on aura un cadre pour discuter de tout ça et avancer ensemble au lieu de se battre les uns les autres, essayer de construire quelque chose qui, de toute façon, on va devoir s'adapter. On sait que la direction, elle est déjà prise en partie et on sait qu'on ne va pas avoir le choix de vivre dans ces conséquences-là. Et donc, plus on développe dès maintenant, pendant qu'on est en bonne santé, on a les moyens, ce mode de vie-là, plus on le fait tôt, plus on a un avenir qui va être vivable et qui va être chouette. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? C'est très dense, mais c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance, j'ai tendance à être un peu, à avancer un peu comme ça et à plus voir d'options faisables. Et après, je pense qu'il faut qu'on joue collectif. Aujourd'hui, c'est primordial. Et puis, cette option cette image qu'on peut réinventer un monde, replacer des règles, c'est aussi boostant. Ça, on peut agir. Ouais, chouette. Top. Merci, je suis ravi de ça. On va s'arrêter sur ça, mais c'est très, très chouette parce que je suis content que ça finisse sur cette note aussi positive. On se demande tout le temps vers où on va aller avec tout ça, mais au final, on voit qu'on a tout le champ libre devant nous. Et merci du coup d'avoir joué le jeu, de prendre ce truc-là. Et je sais que c'est très, très dense. J'en ai en plus beaucoup encore à partager, mais c'était l'essentiel là. Mais au moins, ça raconte
l'histoire et on voit où on en est dans l'histoire aussi, puisqu'on est revenu du point de départ et c'était tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui avait un sens, mais c'est juste qu'on a loupé des virages et que là on a un gros virage à ne pas louper, il serait temps. Mais du coup, c'était intéressant de voir aussi comment ça pouvait être accessible ou pas. Merci pour tout ça et puis peut-être à bientôt pour la suite des histoires. Merci à toi. Ouais. À bientôt.